propose une émission dédiée à ses artistes membres et aux pratiques féministes en art actuel d'ici et d'ailleurs. Entretiens, actualité des expos, débats et expérimentations radiophoniques plus ou moins sous contrôle vous attendent. La Centrale. Le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 9h, à écouter sur CKUT 90.3 FM. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission de mars de la Centrale Galerie Powerhouse. Mon nom est Véronique Bollard et je suis coordonnatrice artistique à la Centrale. J'aimerais débuter cette émission en vous informant des différentes activités et vernissages qui auront lieu en mars au Centre. Tout d'abord, il ne reste que 2 jours pour venir voir l'exposition Ballroom d'Elisabeth Béliveau qui prendra fin ce vendredi. L'exposition présente le travail d'animation en image par image de l'artiste, ainsi que plusieurs objets utilisés dans ses vidéos à travers lesquels elle subvertit la nature morte. La prochaine exposition débutera le 16 mars avec In Progress de l'artiste Candice Davies. C'est une exposition minimaliste de sculpture qui remet en question les espaces institutionnels, les hiérarchies et relations de pouvoir genrées en art, ainsi que les objets d'art eux-mêmes. On vous attend donc pour le vernissage le 16 mars à partir de 16h. Ensuite, dans le cadre des conférences ici de l'UQAM, la Centrale et la membre Elena Martin-Franco ont invité l'artiste Jessica Sofia Mitrani à donner une conférence le 21 mars prochain. Sa conférence Straight Jacket Curly Hairs, une perspective féministe non lissée, aura lieu de 12h45 à 13h45 dans le pavillon Judith Jasmin de l'Université du Québec à Montréal. La conférence sera suivie par une soirée projection à la Centrale à partir de 19h. Finalement, nous aimerions vous inviter à notre soirée annuelle de levée de fonds Féminastie le vendredi 9 mars de 18h à 22h. Au menu, un thème sirène, pirate, sea-punk, des tournois de bras de fer, un quiz art, culture et féminisme animé par la merveilleuse Kamala Macrel, des lip-sync battles et une soirée karaoké animée par nul autre que la fantastique Dana McLeod. Nous aurons sur place de la nourriture, des fabuleux cocktails. Enfilez donc vos plus beaux habits qui reflètent le thème de la soirée et on vous attend dès 18h pour festoyer avec nous. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, ici Marine pour la Centrale. Bienvenue pour cette nouvelle chronique menstruelle. Aujourd'hui, je vous invite à une entrevue que j'ai faite avec les infirmières qui ont organisé les États généraux des soins le 16 février dernier, dans le contexte actuel de coupures et de nouveaux modes de gestion dans les hôpitaux. Et par la suite, on jasera de la pièce Utopie qui joue jusqu'au 10 mars à l'Arsenal. C'est parti. Bonjour à vous deux. Je suis avec Anne Lardeux et Ila Silver. Ila, toi, t'es infirmière. Anne Lardeux, tu es infirmière, mais du futur. Du futur, exactement. C'est ça, infirmière du futur. Tu te décris comme un personnage flou. Tu es professionnelle de recherche à POCOSA, la recherche de recherche politique, connaissance et santé. Le vendredi 16 février dernier, donc il y a une dizaine de jours, vous avez organisé les États généraux des soins. 150 personnes se sont rejointes au square Émilie-Gamelin, ont manifesté en marchant vers l'usine C pour s'y retrouver et échanger sur l'état de la situation. Donc moi, de ce que j'ai vu, j'étais présente au début, il y avait infirmières, infirmiers, professionnels de la santé. Il y avait même Amir Kadir qui était là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement ? Pourquoi il a eu lieu, qui l'a organisé, pourquoi maintenant ? Peut-être qu'il y a eu une sorte de petite flamèche autour de témoignages d'une infirmière, je crois que c'est Émilie Ricard, qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo où elle est complètement effondrée, puis elle s'adresse à Barrette pour dire ça n'a plus de sens. Puis c'est une jeune femme, les cheveux roses, et elle a comme quelque chose de... On ne veut pas qu'elle souffre. Puis à partir de là, il y a comme tout un mouvement qui s'est déployé de témoignages d'infirmières qui osent prendre la parole publiquement pour dénoncer leurs conditions de travail. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que le milieu de la santé est un milieu très fermé, très opaque et c'est risqué de témoigner parce que les infirmières ou tout professionnel qui dénonce ces conditions peut vraiment avoir des lettres au dossier, des blâmes, être suspendu. Il y a comme un réseau d'allégeance professionnelle qui est très fort. Tu dois loyauté à l'hôpital, loyauté à ton ordre professionnel, puis ça bloque complètement la parole critique. Et là, nous, quand on a vu ça, avec Nathalie, qui est une infirmière qui
et aussi à la chaire de recherche, POCOSA, on a commencé à vraiment être très touchés, intéressés. Nat, Aïla aussi, Alex, Yann, des gens qui sont infirmiers, et à se dire, bon, là, il faut soutenir cette espèce de momentum où la critique s'ouvre, enfin, pour essayer d'élargir ça, puis d'emmener ça plus dans l'espace public, là, que ça ne reste pas comme des questions de professionnels ou de négociations syndicales, que toute la population puisse comme apporter une solidarité à ce mouvement critique. Donc on s'est dit, on va faire une grande assemblée populaire. En fait, les problématiques du milieu de la santé, ça dure depuis quelques dizaines d'années, si on peut dire. Oui, au moins depuis les années 90, je dirais, avec... il y avait de la décentralisation, puis après ça, encore la centralisation vers Barrette. Peu importe d'où ça vient, le forme d'administration, ça reste tout le temps les mêmes problèmes au niveau des quotas sécuritaires, etc. Laissez-nous soigner en sécurité! Laissez-nous soigner en sécurité! Laissez-nous soigner en sécurité! Ça ressemble à quoi la journée d'une infirmière, Ila? Encore, ça dépend vraiment t'es où. Oui. Tu sais, mais c'était pas que tu rentres le matin, puis tu rentres, mettons, pour un quart de travail de 8 heures, puis t'as pas une garantie que tu vas partir 8 heures plus tard, t'as pas une garantie que tu vas avoir tes pauses. C'est ça. Fait que c'est tout le temps dans l'imprévisible, on dit. Mm-hmm. Donc, c'est pas une vie qui est très facile à planifier non plus. Souvent, tu sais, on travaille les nuits, le soir, le jour, 12 heures, 16 heures, 8 heures, 4 heures des fois. Fait que souvent, tu sais, on se tient ensemble, les infirmières. Nos amis sont souvent juste des autres infirmières aussi. Mm-hmm. C'est sûr que c'est une mode de vie différente. Ouais, je pense que le monde qui se lève puis travaille toujours de 9 à 5, tu sais, on rentre au travail, on peut avoir des journées absolument terribles, puis d'autres journées où c'est comme, c'est la meilleure job. Ouais. Tu sais, moi j'adore ça, être infirmière. C'est vraiment, j'ai bien choisi ma profession, je crois, puis mais j'aimerais aussi être capable de travailler encore une bonne 25 ans, puis... Sans t'épuiser, oui, quoi. c'est ça. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent offrir des soins sécuritaires? Comment est-ce que ces personnes-là peuvent se sentir en sécurité? On parle préposé infirmière, travailleur social. Like, I think one of the more characteristic things of is, regardless of where you work, about what it means to be a nurse has to do, I think, with two things. Well, one, it's a profession that's primarily it's a highly feminized one. Primarily, it's made up of 90% women, right? Mm-hmm. So I think that gives it really particular characteristics, which is mostly there is a lot of time this idea of it being a vocation, right? Something that is not just a professional job that you're trained for, but it's like your heart has to be in it in a mm-hmm. particular way, and your care has to come from somewhere, Mm-hmm. which then also I think really valorizes this idea, which we often associate with femininity, of sacrifice, Mm-hmm. of the mother that gives everything, right? Of the subject, which is object, in fact, Mm-hmm. right? And so I think that really plays a part in our conditions a lot of times, regardless of where we work. I remember when I was in school and reading in some of my textbooks how, burnout, was actually considered to be like a sign of having worked really hard, and in some ways it's actually quite valorized, and it's you're expected to face burnout and to have to learn how to deal with it. It's something that you as an individual are supposed to manage, mm-hmm. right? So there's this whole idea of it being a profession which you have to go above and beyond your own self-care in order to care for somebody else. It's somehow the way that you would care for somebody has to always be in conflict with your own self-care, your own health, your own state of being, your own safety, whatever that might be. Mm-hmm. So I think that's something that we can kind of probably see across all working, situations or contexts of being a nurse. And I would say the second thing, which is to add to what Anne said about when it comes to nursing voice, what that would look like. What does it mean to speak as a nurse?
I was just reading a book by Rebecca Solnit, Men Explain Things to Me. I don't know if either of you have read it, but Moi aussi, ils m'ont expliqué beaucoup d'affaires. yeah, so it's beautifully written, and she has this one chapter where she talks about how women are always under threat of disappearing. She says, whether that be physically, whether that be voice, regardless of what it is, there's always a sort of a social force that pulls us into the shadows, and therefore she says to speak is actually already a radical act for women, that is to say, female identified. So I think that's something that we definitely see in the profession when it comes to it being primarily women or female identified people that work in it, is that there is definitely, we see those kind of social forces again and again pulling people back into silence, and I think that plays a big role as well in our working conditions, is that we don't necessarily know what it means to have a voice as nurses. Fait que vous n'êtes pas obligés de venir en bas ici pour parler devant tout le monde. On va avoir 2 micros qui vont circuler après nos 2 premières présentatrices. Puis ce qu'on veut, c'est entendre vos solutions en anglais, in English, en français. Mais on veut parler des problèmes, mais on veut aussi parler des solutions ce soir. En général, sans ces états généraux, c'est compliqué pour les infirmières de pouvoir avoir des plateformes où est-ce qu'elles échangent et où elles essayent de trouver des solutions. I would say it becomes pretty much impossible at that point. It's very segmented, so you work on your unit and you might work, let's say if you work in a hospital, you might work with 40 nurses or 80 nurses and that's it. Or, I mean, you could go to your union and try and discuss that. But then it becomes very, very segmented, and it always becomes, hyper-focused on the functioning of your immediate work environment rather than necessarily these bigger issues of what are we doing here? How are we even working? And so I think that was what was so meaningful about Les États Généraux, was that it allowed people to come together from all these different environments and contexts and say, well, we actually all have the same problems. We're actually all facing the same issues here, which therefore means it's more about just like one unit or one context or one event. It's something much more global or much more systemic within the way we provide care. Sous les peurs des profondeurs, je remonte à la surface. Le sang chargé d'azote, sainte patronne de personne. Comment vous avez eu l'initiative de ces états généraux ? En réfléchissant au fait justement de pouvoir ouvrir un espace de parole qui échappe à des revendications corporatistes, tu sais, genre qui ne soient pas chapeautées par un syndicat ni par un parti politique, pour justement être proche du déploiement d'idées puis de témoignages.
on s'est dit, bon, où est-ce qu'on peut le faire vite, dans quel endroit? Puis moi, j'avais le sentiment que c'était important qu'on fasse ça dans un lieu qui soit pas une salle, qui soit pas reliée à l'hôpital ou à la santé. Puis je me suis dit, ce serait beau l'image d'un théâtre qui nous ouvre ses portes, puis qui nous accueille pour montrer à quel point la question du soin, puis elle concerne tout le monde. Puis pouvoir justement adresser ces questions, que c'est pas une question de vocation, que c'est qu'il y a des conditions de travail à négocier, mais qu'il y a aussi quand même ce qu'on veut s'offrir comme mutualisation, là, ce qu'on veut pouvoir s'offrir comme société, de comment on prend soin les uns des autres. Puis j'ai appelé l'usine C et ils ont été d'accord pour nous accueillir. C'est une initiative plus qui s'est comme pris en charge par des infirmières, des infirmiers. On s'est rencontrés un samedi, puis on a dit ok, puis on a comme travaillé fort une semaine, puis voilà. J'étais surprise d'être aussi touchée par le témoignage qui avait lieu. Puis j'étais aussi très, 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 très contente de voir que c'était pas juste des infirmières non plus, que c'était vraiment, tu sais, il y avait des médecins, du monde en santé publique, il y avait des usagers, des citoyens, puis c'est ça qui était vraiment important pour moi de voir, c'était que c'est vraiment tout le monde qui s'unit autour du même enjeu. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que c'est comme rare de se donner la possibilité de parler de ça sans vraiment être dans un mode instrumental de il faut trouver des solutions ou qu'est-ce que notre syndicat va demander au gouvernement, mais d'avoir l'espace de spéculer aussi, puis de voir juste qu'est-ce que ça pourrait être, ou juste de témoigner au plus proche de ce qu'on vit. Puis il y a un jeune homme qui est venu parler pour sa mère parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle travaillait, puis c'était vraiment émouvant parce qu'il était vraiment, tu sentais qu'il était bouleversé, puis comme ému de pouvoir parler, et alors il était en colère, puis ça, je trouvais ça beau qu'on puisse accueillir ça là. Moi, je travaille plus là maintenant. J'ai quitté le milieu du Sud pour aller dans le Nord parce que les conditions étaient meilleures pour moi. Malheureusement, ça fait en sorte que c'est une infirmière de moins dans le système des urgences. Mais je veux parler d'initiatives que mes collègues ont eues, un moyen de pression qu'ils ont fait. Ils ont fait le livre noir des urgences de l'Outaouais. À Ottawa, il y a des infirmières qui s'organisent assez activement. Juste avant les états généraux, elles avaient fait circuler le livre noir des urgences de l'hôpital de Gatineau. Puis, pareil, assez vite, elles ont comme lancé un appel à témoignages dans leur milieu. Puis elles pensaient qu'elles allaient recueillir, je sais pas, comme 10, 15 témoignages. Puis en quelques jours, elles en ont eu plus de 50. Et elles ont déposé ça auprès de leur gestionnaire pour dire, bon, on fait quoi maintenant? Il y a ça, vous pouvez pas comme ignorer ces conditions-là, puis leur dénonciation. Et comme les gestionnaires n'ont pas... Le comité de gestionnaires qui avait été monté 6 mois auparavant pour essayer de trouver des solutions aux problèmes, leur a répondu à la lecture du livre noir qu'elles étaient trop émotives et qu'elles réagissaient un peu par rapport à tout ce qui circulait dans les médias. Elles étaient excessives. Et elles ne l'ont pas pris. Puis elles ont envoyé ça à Radio Cannes. Puis Radio Cannes a comme... Ça c'est sorti dans les médias, puis de façon assez intensive. Et elles veulent faire des états généraux à Ottawa, de lier les hôpitaux de Hull, Gatineau, puis on va les rencontrer pour voir comment on peut les soutenir. La semaine passée, il y a Gaëtan Barrette qui a accepté une discussion avec la présidente de la FIC. Il a accepté d'assouplir les ratios, qu'il y ait une discussion là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a une pression, puis que les élections s'en viennent, puis que Barrette est sur un siège éjectable, puis il n'a pas le choix, je veux dire, c'est scandaleux ce qui se passe. Puis, tu sais, souvent les mouvements sociaux partent quand il y a une sorte de rupture dans le contrat social tacite, des choses qui sont à peu près justes et des choses qui sont à peu près injustes. Puis quand ce contrat-là commence vraiment à se défaire, souvent ça brasse. Là. De manière obscène. C'est ça, c'est trop obscène. Puis, mais moi, sur les négociations FIC et gouvernement, ce que je voudrais pas, puis c'est un peu ce qui s'est passé en 2012 avec les élections, puis le printemps érable, c'est qu'il y a... Quand la politique, la machine politicienne
s'emparent de sujets pour dire c'est bon là, on est en train de gérer la question des ratios, on va vous régler tout ça, puis tout va bien aller. Ça délite un peu l'espèce d'énergie qu'il faut réussir à maintenir parce que c'est pas juste une question de ratio, qu'en plus dans les négociations, il a pas été question de financement et d'argent. Donc, tu sais, c'est bien beau de dire qu'on va imposer des ratios, mais voyons voir. Là. La question qui est vraiment, la menace qui pèse vraiment, c'est quand même celle de la privatisation. C'est que quand tu démantèles à ce point un système public qui en devient inopérant et qui produit même de la souffrance auprès de ses travailleurs, mais après c'est très facile de faire rentrer le privé partout puis de dire regarde, anyway ça marche pas le public donc puis ça c'est vraiment un gros danger très réel, c'est pas fantasmatique, donc c'est pour ça que en refaisant circuler l'idée que les soins ça nous concerne, qu'il faut comme occuper ce terrain là, ça peut aussi permettre de montrer l'importance de la défense du système public. Puis la gestion lean, là, qui a pourri toutes les administrations, qui s'est implantée en éducation, en santé beaucoup, c'est aussi une entrée du privé dans le public par les canaux du management. Il y a un médecin qui est venu parler du lean pour dire si on souffre, là, c'est pas juste parce qu'on est des moumounes ou que le burn-out est devenu comme la maladie du XXIe siècle, c'est que les modes de gestion fabriquent ça. Puis quand tu sais pourquoi ça va pas, c'est plus facile après t'es même en santé, même je veux dire, dans la relation du soin, c'est ça qu'on fait. On essaie d'expliquer pourquoi ça va pas, puis trouver des médicaments. Une solution que j'aurais à long terme, à quand une professionnelle en soins comme ministre de la Santé? Alors voilà, j'espère que mon témoignage et mon cœur qui débat va inciter à d'autres personnes à venir témoigner en avant. Merci. Les prochaines étapes, est-ce que vous voulez poursuivre ces états généraux avec d'autres assemblées, une collecte de témoignages, une diffusion de Ouais, je trouve que ça serait chouette. textes. C'est sûr que ce serait vraiment parfait. Là, on va voir ce qui se passe à Ottawa parce qu'elles ont quand même... elles font des sittings aux urgences de l'hôpital. Il y a comme des modes de contestation un peu plus mordants que ce que les syndicats autorisent habituellement, à savoir porte une tuque rouge pour montrer que t'es pas contente. Puis ça, c'est comme absolument... Ça fabrique de l'impuissance, là. Et là, il y a vraiment... C'est ça que je trouve beau aussi, c'est qu'elles dépassent les syndicats. Elles débordent. Elles ont plus grand-chose à perdre. Puis, il y a un désir de se reconnecter avec sa force d'agir, puis de se faire entendre, que nous, on veut vraiment soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est sûr qu'on veut... Si le livre noir, ces infirmières-là nous ont dit qu'elles voulaient l'étendre au Québec, de lancer un appel dans tous les hôpitaux du Québec pour que les gens puissent témoigner, donc réfléchir à une plateforme sur laquelle on pourrait comme recueillir ces témoignages, puis voir comment on les fait circuler, comment on soutient ça. Puis d'autres assemblées populaires, ce serait beau là. Alors je remercie Anne et Hilla pour cette super entrevue. Prochaine date à ne pas manquer en mars. D'autres états généraux auront lieu cette fois à Gatineau le 9 mars et à Québec le 10 mars, précédés d'une manifestation. Tout de suite, on passe aux impressions des membres de la centrale sur la pièce Utopie. Donc du 13 février au 10 mars prochain, à Arsenal Art Contemporain à Montréal, il y a une pièce par la compagnie Volt 21 qui s'appelle Utopie, qu'on a eu la chance d'aller voir toutes les trois, puis dont on a envie d'en parler. Juste glisser un petit mot sur la pièce. Utopie est une anthropologie. C'est un spectacle événement qui se compose de 10 tableaux vivants, de 10 fresques humaines qui s'offrent à nos sens comme un rêve éveillé, comme un temps impermanent, extemporané de notre histoire commune. C'est habiter le désert de nos peurs, l'océan de nos folies, le ciel de nos espoirs. C'est la divine tragédie de notre passé, de notre présent et notre devenir. C'est nous qui marchons ensemble sur l'autoroute des Amériques dans la nuit occidentale des vérités.
C'est nous qui chantons ensemble les dernières strophes de l'hymne de la liberté. Expérience hors du commun, iconoclaste. Tu as les noms des différentes thématiques? Oui, donc en fait, les différentes thématiques sont solitude, amour, colère, résistance, tout au pluriel. Puis ça se regroupe sous le grand thème d'Utopie. Et donc c'est un show, juste pour revenir sur l'expérience en tant que public, on est assis en long dans l'immense lieu qu'est l'Arsenal. C'est ça où on ne sait pas trop à quoi on assiste, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et parfois, on sent une place à l'expérimentation, à l'accident et puis à l'improvisation. Mais par contre, avec un rythme hyper soutenu et on sent l'énorme travail de préparation qu'il y a en amont de ce show, qui regroupe uniquement des femmes, et puis des femmes de plusieurs disciplines, de plusieurs générations, et avec chacune une forte présence, et on voit leur pratique, mais aussi leur implication politique. Aussi mentionner d'origines différentes, parce que le spectacle est en français, anglais, espagnol, arabe. Il y a vraiment comme plusieurs langues qui cohabitent ensemble. Puis vraiment, je pense que c'est ce qui contribue aussi à l'aspect musical de la chose. Le fait qu'on n'ait pas toujours accès aux discours qui sont véhiculés, parce que moi, je parle pas toutes ces langues, malheureusement. Donc, ça crée vraiment quelque chose d'extrêmement sensoriel dans l'expérience. Puis aussi, on a eu la chance de discuter avec Sarah C. Poirier, une des actrices du spectacle, à la fin de la pièce Résistance. Puis elle nous mentionnait justement que chaque personne, chaque actrice, en fait, apporte quelque chose d'elle-même dans le show. Donc oui, il y a une mise en scène, oui, il y a un certain script, mais il y a une part d'improvisation. Puis le casting était fait en conséquence justement du background de ces artistes-là, donc de leur pratique aussi, comme Virginie le disait, qui sont vraiment assez variées et diverses, là, du violon à l'art de la performance, tout ça, donc ça se mélange beaucoup aussi. Donc chacune a le droit d'apporter quelque chose à la pièce, puis de la changer, de vraiment la faire évoluer en fonction de ses intérêts. Puis je pense que aussi on voulait parler de ce spectacle parce que c'est vraiment un travail engagé, politique et féministe, et aussi ça nous intéressait d'en parler ici parce que effectivement c'est une production collective qui se voulait justement comment on peut travailler ensemble et puis construire un spectacle, mais c'est même pas un spectacle, c'est quand même une performance collective de manière comme le plus horizontale possible avec les contributions et la participation de chacune, et parce que aussi c'est que des femmes qui sont présentes sur la scène avec une prise de risque assez énorme sur la question du temps, parce que ça se déploie sur 2 semaines, 3 semaines, sur 3 semaines, de 2h à 12h, ce qui est il y a vraiment une forme de radicalité et dans le propos et dans la manière de travailler l'expérience du spectacle, de la performance. Donc, qu'est-ce qui est demandé aussi au public quand même, parce que là, pour avoir été là 12 heures, c'est vraiment... ça demande vraiment beaucoup de concentration, puis vraiment une présence, puis un engagement, en fait, du public qui est comme pas anodin. Là. On n'est pas dans la consommation culturelle facile, disons. Ouais. Et puis aussi de prendre le temps de travailler sur ces récits qui construisent la figure de la féminité, la figure de comment revenir sur... travailler sur l'hommage des femmes à travers l'histoire, les femmes oubliées, et à travers ces grands récits mythologiques. Et aussi, moi, ce que j'ai senti, ce qui m'a touchée, c'est comment elles ont travaillé aussi l'idée du quotidienneté, les gestes du quotidien, en silence, avec une pluralité de propositions qui se déclinent rythmées de toutes les 5 minutes parfois, de ces gestes du quotidien qui font pas partie des gestes qu'on va valoriser ou glorifier. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de ce travail et politique et historique et vraiment proche, une forte proximité aussi avec la quotidienneté et le rapport au corps. Tout à fait. Sur ça, on vous encourage à y aller. Donc c'est jusqu'au 13 mars. Puis, oui, donc justement, si vous voulez voir, vous avez encore la possibilité 2 fois d'aller voir un 12h, je crois. Donc le 3 mars. Oui, exactement. De 8h du soir à 8h du matin. Ouais. Et puis le 10 mars, de midi à minuit.
Puis ça va être entrecoupé de certains soirs où ils vont encore avoir des tableaux de 2 heures, donc la semaine précédant le 10 mars. Donc on vous invite à aller voir la pièce, puis c'est vraiment quelque chose, une expérience assez incroyable et intéressante à aller voir.